Et c'est parti pour le Forum Techno 2021 d'ICDC. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous démarrons cette journée par une table ronde dont la thématique évidemment est hautement importante, c'est l'émergence d'un cloud de confiance. Vous l'avez sans doute vu dans les actus récemment, on parle d'un plan aujourd'hui de souveraineté numérique qui dépasse même les enjeux du cloud. Bruno Le Maire a annoncé un cloud de confiance avec le secrétaire d'État au numérique Cédric O, un cloud de confiance qui va réunir différents partenaires français et peut-être européens autour de cet enjeu de disposer d'un cloud qui n'est pas ni américain, ni chinois, ni autre. Bref, il est question de protéger les données sensibles, économiques, les données de santé, de les protéger et surtout de développer des services autour de ces datas. Alors c'est cette table ronde justement qui réunit deux groupes, puisque on a, vous le voyez, beaucoup d'intervenants sur cette table ronde, mais Covid oblige, on va le faire en deux temps. Et c'est un plaisir d'accueillir les trois premiers invités autour de cette table ronde sur le cloud de confiance. Je vais démarrer par vous, Laurent Mirguet. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes le Chief Technology Officer d'ICDC. On va parler avec vous concrètement, comment ça résonne chez vous, ce cloud de confiance. À votre gauche, Philippe Cuvelier. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue sur cette table ronde. Merci, et puis bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Exactement, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes le directeur des systèmes d'information de la Banque Postale. Aujourd'hui, le cousin, le frère, je ne sais pas comment on dit, de la Caisse des dépôts. On s'intègre de la même avec famille. grand plaisir dans le grand pôle financier public. Avec la Banque Postale SA et toutes ses filiales, et notamment la CNP qui nous a rejoints il n'y a pas longtemps. Exactement. Et puis Sylvain Roury, bonjour. Vous êtes chez OVH Cloud, et vous êtes ce partenaire qui est retenu justement pour faire partie de cette politique de souveraineté numérique. Un petit mot sur OVH. Beaucoup de gens, évidemment, ont entendu parler des actus. Tout va bien chez OVH maintenant? Ça y est, c'est reparti. Vous êtes reparti comme en 40, comme on dit. Alors, comme en 40, je ne peux pas me souvenir. Mais en tout cas, oui, on est bien reparti. Comme le fondateur et Michel Paulin l'ont annoncé, les services sont repartis. Nous nous reprojetons avec nos clients. J'en profite de remercier tous les partenaires. L'écosystème technologique a super bien réagi à cet incident dramatique. Et aujourd'hui, oui, nous servons nos clients pour les aider à croître et à migrer dans le cloud. Parfait. OVH, qui, je rappelle, fait du cloud depuis très longtemps maintenant. C'est pas nouveau, c'est plus une start-up, OVH. Non, je pense qu'on a toujours les baby-foot, ouais. C'est clair. Mais effectivement, ça fait maintenant plus de 21 ans. Et surtout, historiquement, il y a une montée en puissance en partant d'abord de servir des outils web, du nom de domaine, l'hébergement des sites web, pour aller jusqu'à maintenant effectivement cette couche d'infrastructure, opérer dans nos propres data centers partout dans le monde, sur notre propre réseau. Et puis cette particularité de concevoir nous-mêmes les serveurs, ce qu'on appelle les hosts, qui est la matière première finalement pour créer la technologie, de pouvoir nous les concevoir nous-mêmes avec nos propres normes, ce qui permet, et j'en profite aussi pour insister sur ce qui a été dit en introduction, notamment aussi de parfaitement s'occuper de la couche écologique et l'empreinte écologique du cloud. Nous avons cette particularité à travers cette conception de ne pas utiliser de climatisation dans nos data centers. Donc je vous laisse imaginer les économies d'énergie que ça réalise et puis de pouvoir les refroidir avec un circuit d'eau intégré. Peut-être qu'un jour vous aurez la chance de visiter la conception chez OVH Cloud des serveurs. C'est assez particulier. Pour refroidir un rack, nous, il nous faut un verre d'eau. Oui, un verre d'eau, juste un verre d'eau. En circuit fermé. Parfait ça. Donc c'est à la fois très éco-responsable, très économique, ce qui est aussi intéressant bien sûr pour nos clients. Et puis surtout parfaitement placé pour ces enjeux de transformation qui ne doivent pas se faire au coût de l'écologie qui nous entoure. C'est vrai, on parle de cloud de confiance, évidemment on parle d'un cloud si possible le plus éco-responsable, le plus écologique possible, vous avez raison de le citer. Alors le cloud de confiance, magnifique, je dirais, doctrine, magnifique théorie. Bruno Le Maire a annoncé un plan qui peut-être s'inscrit dans un plan de relance. En tout cas, c'est un plan ambitieux sur ce cloud souverain. On reparle du cloud souverain. Ce n'est pour autant pas nouveau. Ça, on va revenir un petit peu sur l'histoire de la souveraineté numérique française, qui est un sujet plus ancien. D'abord, au niveau de ce plan, ce cloud de confiance, c'est-à-dire réunir les meilleurs, dont OVH, mais d'autres aussi, on les entendra plus tard d'ailleurs, autour de cet enjeu de construire vraiment
un cloud sur des données hautement sensibles qui protègent notre souveraineté. On va faire un tour de table. Qu'est-ce que vous pensez de ce cloud souverain porté par l'État aujourd'hui? Laurent Mirguet. Mais déjà, c'est une excellente nouvelle que l'État se positionne par rapport à cette problématique de souveraineté. L'enjeu du cloud, c'est un enjeu qui est important pour l'administration, pour les entreprises. Et là, enfin, avec cette doctrine, l'État affirme de manière vraiment volontariste le fait que les données devront être protégées techniquement, juridiquement. Dans une doctrine précédente, l'État évoquait plusieurs cercles, 3 cercles, et évoquait la possibilité de travailler avec des opérateurs extra-européens. Et là, on est revenu à une doctrine qui est beaucoup plus claire, où on dit, ben voilà, il y a les données sur les data centers de l'État et il y a les données sur les clouds de confiance. Et les clouds de confiance sont labellisés et déterminés de manière extrêmement précise, avec à la fois la norme SecNum Cloud de l'ANSSI et à la fois un cadre juridique et contractuel qui empêche tout impact des lois extraterritoriales non européennes. Philippe Queullier, côté la Banque Postale, que pensez-vous de ce cloud de confiance souverain? Alors, je ne vais pas être original, c'est une excellente nouvelle. Ouais. C'est une très bonne nouvelle parce que ça définit un cadre pour les opérateurs des clouds de confiance, et ça, c'est fondamental. Et les opérateurs des clouds de confiance, c'est nous, c'est OVH, c'est nos partenaires. On est tous des opérateurs de cloud de confiance vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos collaborateurs. Et donc, cette garantie aujourd'hui de sécurisation des données, cette mise à l'abri par rapport à de l'ingérence, ça aussi, c'est très important. Donc, on a tout ce cadre qui, en tant qu'établissement financier, banque assureur, est fondamental, arrive et nous évite de nous poser des questions. Et deuxième point, il nous permet quand même de bénéficier des meilleures technologies qui arrivent en grande partie des big tech, on en reparlera probablement, et donc ça nous laisse quand même suffisamment de liberté pour tirer tous les bénéfices du cloud au travers de l'exercice de notre fonction. Donc ça, c'est un cadre qui, pour moi, met fin à des discussions parfois stériles et permet d'avoir l'élément, justement le cadre, excusez-moi de la répétition, pour pouvoir agir de manière efficace. Alors maintenant, la question qu'on a, la question qui nous reste aujourd'hui, c'est comment va-t-on arriver de bout en bout en tant qu'opérateur et avec nos partenaires opérateurs à l'excellence, à cette excellence du cloud qui est atteinte par certains grands opérateurs. Et ça nécessite de l'investissement, ça nécessite pour nos partenaires des clients. Et donc tout ça, il y a eu des histoires quand même, un historique un petit peu difficile en la matière. Et donc c'est là où on est, je pense, tous attendus par rapport à la promesse qui est belle. Mais espérons que ce cadre va aussi y aider. Sylvain, pour OVH, c'est une très bonne nouvelle. Le cloud souverain, pour vous, c'est une opportunité, j'imagine? Oui, tout à fait. Enfin, je pense que pour nous, alors évidemment, je ne vais pas être différent. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. C'est une reconnaissance du discours qu'on porte, mais pas tout seul. Je pense que tout à l'heure, vous recevrez Servan d'Outscale. Il y a plein d'acteurs qui portent ce discours, cette singularité, qui ont décidé très tôt de placer la souveraineté de la donnée, le contrôle de la donnée très haut dans la pyramide de l'importance du sujet. Donc c'est formidable qu'il y ait cette reconnaissance. Je pense aussi qu'au-delà des très grands groupes, il faut en France, comme partout en Europe, il y a tout un tas de PME, d'artisans, de professionnels qui aujourd'hui voient dans la transformation numérique un risque, ce qui est complètement antinomique avec la promesse de la technologie initiale. Donc
avec mes cheveux blancs, vous doutez bien que j'ai vu l'arrivée de l'Internet, du mobile, maintenant du cloud. Et toutes ces technologies sont à chaque fois porteurs de promesses. Et c'est assez gênant, je trouve, de se projeter dans cette transformation en le regardant comme un risque alors que c'est une opportunité. Et je pense que de mettre en place ce label de confiance, c'est aussi quelque chose qui va aider toutes les entreprises, tous les professionnels à pouvoir guider leurs choix au moment de décider comment ils vont aller dans cette transformation numérique. Donc je pense que c'est un pas effectivement très positif et très important. Vous pensez qu'en fait, au cœur du sujet du cloud souverain, il y a cette relation partenariale win-win avec les grands acteurs, les big tech notamment? C'est le début d'une relation plus saine, vous pensez? Alors, d'abord, je m'excuse, mais je pas de pique, mais je trouve que les acteurs big tech ont longtemps clamé que ces questions de souveraineté n'avaient pas lieu d'être. Or, je me félicite, en tout cas, on se félicite de voir que finalement, peut-être machine arrière, il y a vraiment un sujet de souveraineté qu'ils ont compris et aujourd'hui, ils ont la volonté de pouvoir se mettre à niveau. Et je pense qu'il faut saluer cette décision de leur part parce que c'est d'abord la reconnaissance de l'Europe, du droit européen, c'est la reconnaissance de la particularité que nous avons mis en place avec les RGPD, de placer la donnée personnelle au-dessus de tout, le consentement des gens au-dessus de tout. Donc ça, c'est formidable d'avoir cette reconnaissance. Maintenant, la manière dont ça se fait est quelque chose qu'il faut regarder effectivement de manière très précise. Et je crois que c'est tout l'enjeu des semaines et des années qui viennent avec les annonces qui ont été faites. Est-ce que effectivement, comment allons-nous mettre en place un plan par lequel nous allons pouvoir bénéficier de ces formidables innovations que peuvent apporter des sociétés big tech, notamment américaines? On peut les citer peut-être. Oui, Google, Microsoft, Amazon. Amazon, bien sûr. Et comment pouvons-nous bénéficier de certaines de leurs avancées qui sont vraiment extraordinaires, tout en étant garant de la souveraineté des données, de la souveraineté des États, de la souveraineté des donneurs d'ordre, des citoyens? Comment pouvons-nous arriver à faire ce mariage? Donc c'est vraiment tout l'enjeu, je pense, aujourd'hui. Et là où on a fait un pas de géant, c'est que ce n'est plus une question est-ce qu'il faut le faire ou pas. On a dit il faut le faire. Maintenant, on est dans le comment. Et c'est ça qui va être très intéressant dans les années qui viennent. C'est ça, il y a une doctrine qui de toute façon est européenne, portée par Thierry Breton, vous le savez sans doute, qui cascade finalement un petit peu plus maintenant vers les enjeux business. Petite coupure, ou pas coupure, mais en tout cas intervenez dans le chat, puisque je prendrai à la fin de nos discussions ici sur le plateau d'ICDC vos questions. Il faut interagir avec nous et poser vos questions à nos invités. On est évidemment en train de partager cette discussion avec vous. Alors, je parlais justement de ces actualités. D'ailleurs, on parlait du plan Le Maire, mais il y a aussi tout récemment cette annonce de Bleu, Bleu étant l'alliance entre Capgemini, grande SS2I, comme on disait il y a longtemps, ESN aujourd'hui, et Orange, l'opérateur télécom français et international, vis-à-vis de Microsoft. Peut-être on peut rebondir sur cette récente alliance qui aujourd'hui commence à être un petit peu donner les contours de cette concrétisation finalement de cette doctrine dont on parlait à l'instant, le cloud souverain. Clairement, ce sujet du cloud souverain apparaît comme une forme de réveil des acteurs tech européens. Tout d'un coup, on sent un mouvement. Alors, il y a eu cette annonce d'Orange et Capgemini Bleu. Il y a eu une annonce aussi la semaine dernière de Bouygues Télécom et de Thales, je crois. Donc, on voit les sociétés qui, tout d'un coup, veulent affirmer leur souveraineté. Et clairement, il y a une recomposition du cloud qui avait, à un certain moment, cette promesse de dire il n'y a plus de frontières, le cloud, il est partout. C'est quelque chose qui est global et qui est planétaire. Et aujourd'hui, on voit les grandes plaques géostratégiques qui se recomposent. Les États-Unis, l'Asie, la Chine avec le grand firewall chinois et l'Europe qui maintenant aussi se structure par rapport à ça. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles pour la protection de nos données et la souveraineté informatique de nos systèmes. Oui.
Je rappelle que Bleu et cette alliance, peut-être pour ceux qui ne l'auraient pas encore complètement suivi, c'est une alliance qui consiste en fait à utiliser les outils Microsoft, en l'occurrence, j'imagine, la plateforme Azure et les outils cloud de Microsoft, mais en garantissant des infrastructures, je crois, locales, territoriales, en dehors de cette et clairement, on a bien vu que cette annonce, elle était connue de l'État, puisqu'elle a été évoquée en filigrane dans les annonces de Bruno Le Maire. Et l'idée, c'est bien de différencier le rôle d'exploitant du rôle d'éditeur. C'est-à-dire qu'on travaille avec les sociétés américaines quand elles se positionnent comme des éditeurs, mais on veut que les exploitants soient européens et soient de droit européen. C'est ça. Philippe ? Oui, pour compléter, je pense que pour donner une image, je pense qu'il faut qu'on fasse preuve d'hospitalité. C'est-à-dire accueillir en fait ces nouvelles technologies en les accompagnant, comme le disait Sylvain. C'est-à-dire, je pense qu'on peut vraiment aujourd'hui nous leur apporter aussi des choses parce qu'elles ont eu un certain nombre de déconvenues, ces big tech, autour justement de ces sujets de souveraineté, de protection des données. Et donc, je pense qu'on a vraiment là-dessus une sensibilité et un savoir-faire qui peut en faire un échange gagnant-gagnant tout en maîtrisant nos systèmes. Donc il faut aller vers cette direction. Et puis de toute façon, le train n'est pas rattrapable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en l'état, si on veut digitaliser nos systèmes, si on veut accélérer, si on veut servir nos plans stratégiques, il faut qu'on bénéficie de toute l'avancée et de tout le renouvellement de ces technologies pour avoir le bon cocktail. Et ça, c'est fondamental pour nous. Donc, alors, je le disais, c'est aussi l'occasion quand même de cette discussion de faire un peu d'histoire, parce que le cloud souverain, et en particulier là-dessous la question de la souveraineté numérique, est comme OVH, pas d'hier, ça fait longtemps qu'on en parle. Souvenons-nous du plan Andromède qui avait donné naissance justement à ces alliances pleines de promesses, encore une fois, Numergy, CloudWatt, etc. Je suis sûre que ceux qui nous écoutent s'en souviennent très bien. Qu'est-ce qui aujourd'hui garantit que ce cloud souverain va fonctionner alors que les tentatives du passé n'ont pas donné grand-chose? Alors, si vous le permettez, je vais revenir juste sur la question précédente, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord en fait, avec la manière dont on met en place ce cloud souverain avec la notion d'éditeur-opérateur. Je pense qu'il est fondamental et je pense que l'opinion publique, et on le voit dans tous les sondages, la notion de souveraineté, de contrôle des données est vraiment une notion qui monte très très fort aussi dans l'opinion publique. Les citoyens, en dehors des professionnels, y attachent une très grande importance. Je pense qu'effectivement, ce que vous avez dit est où est la limite de responsabilité entre l'éditeur et l'opérateur. Et je pense qu'il faut aller encore plus loin ici dans la séparation entre les deux. Dans l'annonce bleue, qui est, à mon sens, une annonce extrêmement importante, notamment pour les grands groupes internationaux français, qui sont, eux, globaux, qui ne sont pas forcément aidés par une régulation régionale qui vient mettre un problème d'efficacité dans la continuité de leur activité. C'est formidable de pouvoir accéder à ce genre d'outils, mais ne nous leurrons pas. Ce qui est important, c'est que les données, les métadonnées, soient vraiment sous contrôle. Et c'est bien là aussi qu'il faudra regarder les choses. Je pense qu'aujourd'hui, si l'éditeur va trop loin dans le package qui est proposé aux entreprises qui vont opérer, eh bien, on est à nouveau dans un problème de souveraineté. Le deuxième point, c'est qu'il y a en Europe, en France, un écosystème d'entreprises technologiques formidable. Des entreprises qui font des outils de collaboration, tout comme Teams, des entreprises qui font de la sécurité, des entreprises qui font de la data vise. Quand vous voyez les reportages sur l'accélération de la vaccination en France et la manière dont c'est piloté à partir de la CNAM, les entreprises qui fournissent la technologie pour piloter ça sont françaises. C'est des entreprises technologiques françaises. Donc je pense que cette annonce et cette gros ensemble est formidable pour un certain nombre d'entreprises et je pense que c'est important, mais il va falloir trouver le bon équilibre pour permettre l'émergence de nos technologies, des technologies européennes, françaises, qui permettent de faire de bout en bout de la transformation digitale sans avoir à s'appuyer sur un acteur nord-américain. Donc ça, je pense que c'est important aussi. Je crois qu'il y a un équilibre à trouver qui est fondamental. Sinon, je pense que la Startup Nation que nous sommes peut se retrouver quelque part écrasée par un certain nombre de décisions comme celle-là.
voulez réagir Je suis assez d'accord, ça pose la même question que je posais tout à l'heure, c'est-à-dire quelle est la capacité aujourd'hui des acteurs français à monter à l'échelle, justement. Et ça c'est non seulement une question pour les startups, pour la French Tech, mais c'est une question aussi pour les grands acteurs qui, jusqu'ici, n'ont pas réussi à le faire. Donc ça, aujourd'hui, ça pose beaucoup de questions au DSI dans leur choix, parce qu'on a besoin pour nos clients, pour nos collaborateurs, des meilleures technologies, bien sûr, en favorisant notre écosystème dont font partie ces partenaires que vous indiquez. Mais on reste aujourd'hui très questionnant sur pourquoi, justement, ce modèle d'investissement fort, de montée à l'échelle, ne se produit pas aujourd'hui sur notre territoire et en Europe. C'est ce que vous disiez justement, l'émergence, elle est là. On sait là, que le vivier d'entreprises technologiques françaises, il n'est pas rediscuté. Clairement, on a des entreprises ultra performantes. C'est plutôt l'accompagnement, je pense le l'accompagnement scale-up, en fait, et puis je pense que l'acculturation aussi. Je pense que nous, en tout cas, on prend très à cœur de mettre en avant l'ensemble des solutions que nous remarquons en France et en Europe, qui sont des solutions logicielles, qui sont des alternatives à des grands faiseurs internationaux. Nous souhaitons les promouvoir. Nous avons, sans attendre le label du gouvernement, mis en place notre propre label, ce qu'on appelle Open Trusted Cloud, qui est un label qui est sorti à la suite du début de la pandémie il y a plus d'1 an, où on a vu l'accélération des besoins en solutions logicielles pour notamment les outils collaboratifs, et nombre d'entreprises qui se sont tournées vers nous pour nous demander « nous avons besoin d'outils collaboratifs, mais nous souhaiterions qu'ils soient souverains ». Et fort heureusement, nous avions et nous avons toujours nombre de clients qui fournissent ces solutions-là, et on a pu les orienter. Ces entreprises ont grandi beaucoup grâce à la pandémie, s'il peut y avoir un avantage à cette situation. Et c'est formidable, et on va continuer à les promouvoir, à les mettre en avant, pour les présenter aux grands groupes internationaux, pour leur dire, voilà, vous avez aussi des alternatives qui sont différentes. Après, peut-être, pourquoi les plans précédents ont échoué, et puis pourquoi maintenant on espère qu'on a plus de chances pour y parvenir. Déjà, il y a une différence dans la démarche. C'est-à-dire que précédemment, on s'était dit il faut qu'on construise un cloud, il faut faire une société. Voilà, il y a des clouds américains, on les connaît, AWS, Azure. Il faut qu'on fasse la version européenne de ça. Là, la démarche qui est présentée, elle est différente. C'est plus une démarche d'encourager l'écosystème plutôt que d'essayer de créer une plateforme qui est nouvelle. Il y a des plateformes qui existent, OVH, ça existe, on verra Outscale. Les infrastructures, elles existent. Maintenant, la question, c'est comment on les dynamise, on les encourage, on leur donne les moyens de réussir. Et puis, il y a un cadre aussi réglementaire et juridique qui a évolué avec le RGPD, les nouvelles réglementations européennes qui arrivent. Là, l'État qui définit une doctrine, on voit qu'il y a tout aussi un arsenal contractuel et juridique qui a évolué, une prise de conscience de la société. L'effet de la pandémie qui fait aussi que l'IT et toutes les technologies numériques ont eu un boost extraordinaire en l'espace de 2 ans. Et donc, effectivement, on se dit que c'est probablement le réveil de l'Europe. Tout à l'heure, vous parlerez de Gaia-X, qui est une autre initiative européenne pour booster l'écosystème européen. Voilà. Donc, plutôt que de faire un cloud, un géant de la tech, voilà, créons un écosystème et capitalisons sur toutes les forces de l'Europe. Alors justement, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le futur maintenant. On a parlé d'histoire et on comprend bien aujourd'hui que l'Europe a aussi avancé sur une nouvelle vision. On va se retrouver dans quelques instants avec les questions du chat, chers messieurs. C'est court, ça passe vite. Pour accueillir 3 nouveaux intervenants, toujours Caisse des dépôts, mais aussi DocaPost et Outscale, qui font partie justement de cette grande vision Gaia-X. On va en parler tout de suite. Et puis, préparez vos questions dans le chat, ne l'oubliez pas. On accueille maintenant donc la deuxième partie de cette table ronde. À tout de suite. Merci.
Le cloud de confiance, on continue sur cette deuxième partie de table ronde avec trois nouveaux intervenants que je suis ravie d'accueillir ici sur le forum. Patrick Lorrain-Frings, bonjour Patrick. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur des systèmes d'information pour le groupe Caisse des dépôts. Vous allez bien? En pleine forme et vraiment particulièrement intéressé par l'échange qu'on va avoir. Bon. C'est bien, on va entrer dans le détail tout de suite. À ma gauche, Xavier Vaccari. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie cloud et IA, intelligence artificielle évidemment, chez DocaPost, Tout à fait. filiale évidemment historique de la Banque Postale. Et puis à ma droite, Servane Augier. Bonjour Servane. Bonjour Marion. Vous êtes vice-présidente du développement et des affaires publiques chez 3DS Outscale. Une très jolie, allez, appelons-le peut-être spin-off d'Asso Systèmes, c'est ça? Absolument. Alors ça a été créé en spin-off, maintenant c'est une filiale complète, on pourra peut-être en dire deux mots. J'étais chez vous il y a 2 jours, c'était passionnant justement pour découvrir un petit peu les innovations d'Asso Systèmes, cette belle entreprise. Alors on parlait justement du cloud de confiance et on parlait notamment de Gaia X, c'est sur toutes les lèvres aujourd'hui, on l'espère sur beaucoup de lèvres à l'échelle européenne, parce qu'il faut être puissant, il faut montrer quand même un peu les gros bras face à, je dirais, la domination, peut-être même la prédation de certains acteurs étrangers. Comment vous l'envisagez, ce projet Gaia X ? Alors, je pense très bien, mais je laisserai mes collègues s'exprimer là-dessus. Et je voudrais commencer par dire que pour une fois, on est vraiment au cœur de ce sujet, puisque pour ceux qui ne le savent pas, la Caisse des dépôts, c'est proposer et assure l'animation au niveau européen de l'espace de données finance et assurance. Donc c'est pas rien, on est vraiment plongé au cœur de cet écosystème Gaia X. Donc c'est pour dire qu'on y croit, évidemment, c'est grâce au rôle un peu de fer de lance ou d'ouvreur de DocaPost qu'on est rentré dans l'aventure et on y retrouve un peu tout l'écosystème. Donc d'abord on y croit. Et le deuxième point qui me semble extrêmement important, c'est qu'il y a un véritable alignement de planètes. Et ça, je crois que c'est assez nouveau. On évoquait tout à l'heure CloudWatt et Numergy. C'est vraiment très nouveau parce qu'à la fois au niveau européen, on a un portage politique comme on ne peut pas rêver mieux avec Thierry Breton, avec Bruno Le Maire côté français, avec Peter Altmaier, son homologue allemand. Au niveau français, on vient de parler de la stratégie cloud de l'État. Elle est complètement emboîtée avec Gaia X. Et puis on a évoqué tout à l'heure, et on pourra en reparler, les partenariats qui se nouent et qui sont eux aussi au cœur de la démarche. Donc tout ça est très emboîté. Alors on a l'impression que c'est un petit peu kaléidoscopique, mais en fait ce sont les mêmes acteurs qu'on va retrouver dans tous ces cercles. Et c'est ce qui fait qu'on est vraiment très positif sur la démarche. Et puis j'allais dire aussi très positif pour une deuxième raison, ça tient à la méthode qu'évoquait juste avant Laurent, qui est une méthode écosystémique. On n'est plus dans le top-down comme on a pu l'être à un certain moment. Nous, l'État, on sait. Là, on est vraiment dans une logique d'un portage politique fort et en même temps, on recourt à l'initiative privée pour mettre en œuvre cette nouvelle problématique. Et on le fait dans cette logique d'écosystème et dans cette logique un peu de bottom-up, un peu de foisonnement. Et donc là, une fois de plus, la Caisse et à travers elle le grand pôle financier public, on est vraiment au cœur de notre ADN de faire le lien entre le privé et le public, et voilà, avec cette dimension européenne qui est un peu nouvelle mais absolument passionnante. Petit tour de table rapide avant qu'on rentre dans le détail de cette co-création, co-collaboration Gaia X. Chez DocaPost, c'est aussi une opportunité ? Ah oui, c'est plus qu'une opportunité. Il faut voir que la confiance chez nous, c'est notre métier. En fait, on veut se positionner comme étant le tiers de confiance numérique du groupe La Poste et avoir une présence très forte en France. On a constitué, en fait, on est membre fondateur de Gaia X, donc on y croit beaucoup. Pour pousser cette initiative qui a vraiment plusieurs vertus, à savoir un regroupement d'industriels avec effectivement un côté législatif et un cadre légal qui va aider au déploiement effectivement de ce consortium qui va pousser en fait de nouveaux usages et surtout on parle beaucoup de cloud avec une vision technologique et en fait il faut voir que Gaia X va être surtout un catalogue de services qui va proposer finalement des usages. Alors des usages effectivement sur les couches basses, sur l'infrastructure, mais aussi sur la partie métier. Et comme le disait Patrick, sur ce pôle finance par exemple, sur lequel il y a énormément de potentiel de mettre les acteurs industriels autour de la table pour définir les bons use cases et sur lesquels on doit avoir des standards qui sortent pour les opérer et laisser la place aux clients et aussi au marché de proposer les offres les plus pertinentes dans le cadre de ce consortium Gaia X. Oui, donc pour vous, c'est clairement une opportunité puisque justement, c'est toutes ces règles
qui vont faire partie de ce plan sont un petit peu au cœur de votre métier à vous. Donc ça, on Oui, espère, tout à fait. On a bien compris. Côté Outscale, justement, comment vous envisagez ce projet en termes de collaboration avec, on a accueilli OVH là juste avant. Vous allez travailler comment entre vous? Alors, on travaille dans un mode collaboratif et vraiment dans cette logique de foisonnement. On est nous aussi, en fait, sur ce positionnement de la confiance de manière très, très forte depuis le démarrage. On se baptise régulièrement le cloud de l'hyper-confiance parce qu'en fait, on a passé très, 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 très tôt les meilleures certifications. Donc, on était le premier fournisseur d'infrastructure as a service. Donc, c'est vraiment la couche infrastructure du cloud, à obtenir le label SecNumCloud de l'ANSSI. Et donc, alors ça fait écho effectivement avec ce qui se disait tout à l'heure sur la nouvelle doctrine cloud de l'État, avec ce label de confiance qui vient rajouter les sujets réglementaires sur le côté technologique. Ça, c'est notre positionnement intrinsèque depuis la création d'Outscale en tant que spin-off de Dassault Systèmes il y a 10 ans maintenant. Et donc, on a, à travers le projet Gaia-X, on a vraiment cette vocation à étendre l'accès à un portefeuille de services en toute confiance à l'ensemble des entreprises et administrations européennes. Et donc ça, on le fait bien évidemment pas tout seul. Le principe même de Gaia-X, c'est que les fournisseurs de services et les utilisateurs se réunissent, partagent d'un côté leurs besoins, de l'autre côté leurs capacités, font en sorte que ces capacités soient accessibles de manière fluide et de manière interopérable. C'est un des grands thèmes de Gaia-X, cette interopérabilité. Donc l'idée, c'est que quand vous commencez à travailler avec l'un, vous pouvez travailler facilement avec l'autre sans avoir à tout reconstruire. C'est-à-dire que ça devient quelque chose de... Enfin, c'est vraiment la promesse de facilité et d'agilité du cloud. Donc, on travaille, nous, en tant que membres fondateurs aussi de Gaia-X depuis le premier jour pour faire en sorte que cette couche d'infrastructure se mette réellement en place avec ces promesses d'interopérabilité et que par-dessus, on puisse déployer ces espaces de données, ces écosystèmes autour de la finance, autour du spatial, de la santé, enfin il y a une dizaine de verticales qui font que c'est un sujet vraiment très très riche et qui permet depuis 1 an et demi des réunions d'un centre d'écosystème en France et à l'échelle européenne de gens qui sinon ne se parlaient pas. Et donc, vous ne parliez pas auparavant entre vous? On se parlait, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Et en fait, les discussions sont vraiment très très élargies. C'est vraiment un moment assez formidable de l'éveil européen, en fait, je trouve. Peut-être que l'Europe va enfin exister grâce au numérique. Je crois qu'on peut vraiment comparer ce moment à ce qu'ont vécu probablement nos prédécesseurs dans les années 50, autour de la communauté du charbon et de l'acier. Je pense qu'on est vraiment sur la matière première du XXIe siècle, qu'est la data, et on est en train quelque part de construire quelque chose comme ce qu'ont fait nos précurseurs. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir dans les pays les plus actifs, on va retrouver la France et l'Allemagne en binôme, tout de suite l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, pour ceux qui se souviennent un peu 1950, le traité de Rome, voilà, il manque juste les Pays-Bas là, qui sont en train de monter en puissance, mais aussi on a l'Autriche, on a la Pologne, on a la Finlande, donc on voit qu'on est en train de capitaliser aussi sur une dimension européenne qui s'est beaucoup étoffée depuis et qui nous ouvre des perspectives, alors là, pour le coup, assez étonnantes. Moi, je suis assez enthousiasmé de ce qu'on voit en ce moment. C'est sûr, avec quelques spécificités, vous avez raison de le dire. Je pense à la République tchèque qui a historiquement un énorme avantage concurrentiel sur la sécurité. Ce sont eux qui ont quand même créé des antivirus assez célèbres. On pourrait capitaliser très fortement là-dessus. Tout à fait. Il y a dans les pays de l'Est, ex-pays satellites russes, des vraies élites aujourd'hui, notamment sur la sécurité. Côté DocaPost, je vais avoir une question un peu scolaire, mais je suis sûre que dans le chat, nous l'aurons tout à l'heure, là, dans quelques instants. On parle de data. Moi, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur ce mot. De quel type de données aujourd'hui on parle en tant que, je dirais, dans sa criticité? Quelles sont les données les plus sensibles qu'il faut protéger en priorité aujourd'hui? Alors, on a déjà un cadre européen avec le RGPD sur les données personnelles qui nous impose, en tout cas qui impose aux entreprises de bien les gérer, que ce soit sur leur stockage, leur traitement. Donc c'est sûr que leur sécurisation est un des éléments clés, en tout cas pour que les données personnelles soient bien gérées et surtout bien utilisées à terme. Parce qu'on va voir sur les enjeux aussi de distribution de la donnée, il y a des choses qui sont prometteuses au niveau européen et avec ces initiatives de cloud de confiance.
Après, vous avez les données de santé. DocaPost est le premier hébergeur de données de santé qu'on appelle HDS en France. Donc oui, forcément, les données de santé sont critiques, les données de l'État sont critiques. Et on va dire que finalement, la criticité de la donnée ne va pas forcément, va vous orienter, parce qu'on arrive assez bien à les catégoriser en disant ça, je le mets dans le cloud public, ça, il me faut un cloud privé, puis ça, il me faut un cloud secret défense, j'en sais rien, SecNum Cloud. Voilà, pour parler sur les référentiels. On est aussi en train de se certifier SecNum Cloud chez DocaPost, hein, mais tout ça en cohérence pour juste avoir des repères. Et il faut voir que les données, finalement, vous, en tant qu'entreprise ou citoyen, vous n'avez pas envie que, si vous avez le choix, vous allez avoir envie qu'elles soient sécurisées le plus possible. Et en fait, ces standards et ces labels vont permettre d'avoir un écosystème qui va finalement monter le niveau de sécurité pour l'ensemble des acteurs et finalement créer cette sphère de confiance. On ne va pas juste avoir des niches sur lesquelles vous avez un niveau de sécurité élevé et le reste, à quoi je m'expose, comment je peux être sûr que mes données sont bien utilisées, pas accessibles, et effectivement avec les niveaux de sécurité qui vont bien. Et il faut voir que sur GaiaX, vous le disiez tout à l'heure, sur la sécurité, il y a un enjeu aussi de se mettre d'accord sur quelles sont les bonnes pratiques. Et là-dessus, le débat va être assez riche pour faire sortir des standards d'architecture et de sécurisation de ces infras pour contribuer au bien de nos futurs clients et puis des usagers au niveau européen. Et les opportunités. Je crois qu'il y a un point très important là-dessus, pour rebondir sur ce que vient de dire Xavier, c'est la philosophie de l'architecture GaiaX. Servan parlait d'interopérabilité. GaiaX, avec tous ces espaces de données à la fois sectoriels et puis horizontaux, ne sera pas un gigantesque data lake européen avec une énorme base de données dans laquelle tout le monde va déverser ses informations. L'architecture, elle est vraiment conçue de manière interopérable et décentralisée. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à construire des services à valeur ajoutée, les fameux use cases qu'évoquait Xavier juste avant, et de faire en sorte de trouver les bons modes de solliciter les données qui seront, elles, décentralisées pour arriver à leur donner du sens, donc c'est tout l'enjeu du partage de données, et en même temps de garantir le respect du RGPD ou de la sécurité de ces données. Et donc c'est cette architecture, entre guillemets, multicouche qu'il faut faire émerger dans GaiaX. Et je voudrais juste mentionner, parce que c'est quand même un point important, on est en train de travailler notamment sur l'espace, sur le data space finance et assurance, sur ce type d'architecture multicouche. On est en train de créer un consortium avec des collègues allemands. Il y a Atos qui est partie prenante côté français. Et donc tout ça, j'allais dire, est presque à portée de la main, pourvu effectivement qu'on se mobilise. Et je crois que c'est vraiment notre enjeu à tous dans ce moment particulier. Alors, l'heure tourne, alors on va prendre... Oui. Pardon. J'allais juste te dire qu'il y avait des très initiatives rapidement. qui rejoignaient également côté français pour développer les services fédérés, donc cette partie centrale finalement dans l'architecture de GaiaX. Et effectivement, en fait, c'est un puzzle qui va finir par s'embriquer avec toutes les pièces qui sont en train de se créer à droite, à gauche et partout en Europe. On va prendre les questions, vos questions cette fois en direct et on est rejoint par nos 3 premiers invités. Bienvenue à nouveau, chers messieurs, pour les questions du chat. Alors je prends la première, elle est pour vous, Laurent Mirguet. Comment s'organise-t-on à la CDC pour choisir une solution de cloud externe? À quelle échéance peut-on espérer en avoir un? Alors comment est-ce qu'on s'organise? Déjà, on rencontre tous les acteurs de la place. Donc on a le plaisir d'en recevoir certains aujourd'hui. On a des contacts avec tout le monde, incluant les Américains aussi, bien sûr. On fait évoluer actuellement notre doctrine cloud, puisqu'on a vu que l'État a publié sa doctrine cloud. Elle va elle-même infuser l'évolution de notre propre doctrine, et à partir de là, on va pouvoir, suivant les standards de choix qui sont les nôtres, sélectionner un acteur externe pour le cloud. Alors à quelle échéance aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour le dire, mais nous aurons très certainement, on essaye de se mettre en ordre de bataille pour avoir des offres à proposer dans l'année à venir. Une question pour vous, Philippe Cuvelier. L'échelle, on parle, j'imagine, de l'échelle de la mise en place de ce cloud de confiance, est-elle française ou européenne? Bon, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. C'est presque une question, mais Patrick en a parlé tout à l'heure.
elle est bien évidemment européenne, je pense. Elle est bien évidemment européenne. On travaille, comme il le dit, avec nos amis allemands, avec nos amis italiens, et ça n'en prendra que plus de force et de capacité, parce que voilà, on a une Europe. Je pense qu'il faut en tirer tous les bénéfices et tous les partis, et c'est très important. Et je rajouterais que pour nous, on a un enjeu zéro. Et cet enjeu zéro, pour nous, pour les DSI, c'est le patrimoine applicatif. C'est ce qui fait tourner aujourd'hui nos maisons, c'est ce qui répond à nos clients, à nos collaborateurs, c'est notre centre névralgique. Et ça, on a besoin aussi d'être accompagné pour arriver à cette échelle, parce que c'est toute cette partie-là qui doit aller vers le cloud et qui est très compliquée. Donc après, on a bien sûr les enjeux de production et les enjeux des plans stratégiques qui sont servis par le cloud, mais cet enjeu zéro, il est très important, et je pense que là aussi, on doit pouvoir travailler ensemble et avoir des réponses qui nous permettent d'aller plus vite. Si vous me permettez, je voudrais compléter les deux réponses, parce que je pense que le grand pôle financier public, et évidemment au sein du grand pôle financier public, CDC Informatique et tous les collègues ont un rôle clé, et j'y associe évidemment DocaPost. Alors à la fois pour construire aussi une stratégie GoToCloud commune, et nous y travaillons ensemble, Xavier, Laurent et Philippe le savent bien, avec évidemment Philippe Janot et toutes les équipes, et on pense, et je voudrais remercier Philippe Cuvelier de son intuition de l'année dernière, sur vraiment l'idée que la proposition de valeur que nous pouvons élaborer au sein du grand pôle financier public, elle peut être aussi au service de la place et aussi au service d'ambition européenne, et on peut penser qu'on est un peu grandiloquent, mais concrètement, quand je vois DocaPost en charge de 2 groupes de travail européens dans le cadre des travaux du Data Space Finance et Assurance, j'en apporte la preuve immédiatement. C'est-à-dire qu'on est vraiment, en tant que grand pôle financier public, on est, pour moi, un des fers de lance de cette initiative européenne. Je prends une autre question en direct. Les solutions SaaS que nous rencontrons sont toutes sur des clouds américains. Pourquoi ? Comment concilier SaaS first et cloud de confiance ? Qui veut répondre ? Chez OVH, on a envie de répondre. Je propose de prendre la question. Je pense que, tout d'abord, c'est un peu... Permettez-moi de vous raconter une histoire. Je me permets de raconter une petite histoire. J'associe cette problématique de SaaS enracinée dans les clouds américains à une histoire qui a marqué la France à la fin du 19e siècle. C'est au moment où toutes nos vignes ont été atteintes d'une grande maladie qui a fait qu'on ne pouvait plus avoir de vignes en France. Nous avons été chercher des racines aux États-Unis. Mais ces racines, on est revenu, on les a replantées en France pour en faire du vin français. Chez OVH Cloud, on a eu cette discussion avec Google Cloud très tôt, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une possibilité, c'est celle effectivement de déraciner du cloud américain des applicatifs pour pouvoir les transporter dans un cloud souverain pour produire des applicatifs qui seront européens, français, construire de la valeur sur quelque chose qui est déjà innovant. Et je pense qu'il y a une vraie solution là. Et c'est très important de pouvoir s'y appuyer. Et nous discutons, nous, énormément avec beaucoup de sociétés de software applicatives qui ne sont pas françaises, qui sont européennes ou américaines, pour effectivement regarder avec eux les conditions dans lesquelles ils pourraient venir rejoindre un cloud souverain qui ne fait aucun compromis sur le contrôle de la donnée, ni sur les métadonnées. Mais ça demande un grand changement de la part de ces éditeurs logiciels. Comme je disais tout à l'heure, c'est important de mesurer où s'arrête leur responsabilité et où commence celle de l'opérateur. Et surtout, il faut que ça bénéficie et que ça crée de la valeur en Europe, pas seulement dans l'usage que cela permet, mais aussi de faire grandir les acteurs opérateurs qui s'approprient ces technologies et qui construisent de la valeur ajoutée on top, par-dessus. Oui, parce que dans cette table ronde, il est question évidemment de performance technologique, mais surtout de performance business et de création de valeur. C'est bien de le rappeler. On aurait envie de poursuivre des heures cette discussion, mais malheureusement, on va la clôturer. Un grand merci d'avoir participé, toutes et tous, sur cette première table ronde. Et puis, évidemment, les débats se poursuivent ici, à la Serre, à Paris, avec vous.